On va passer à la correction du troisième dossier qui vous montre la situation d'un patient pour lequel évidemment c'est pas si facile que ça à avaler. À la première question, vous avez une iconographie qui apparaît. On vous demande le type de pathologie dont souffre votre patient. Ce que vous voyez très clairement ici sur votre icono, que j'ai essayé de choisir la plus jolie possible, c'est une angine érythémato-pultacée. À la question, on vous demande quels sont les germes les plus fréquemment rencontrés devant ce type de pathologie. C'est absolument quelque chose qu'il faut connaître. Le type de germes les plus présents dans une angine érythémato-pultacée, c'est principalement des agents viraux, notamment viraux saisonniers comme le rhinovirus, le VRS, l'adénovirus. Le BV peut également se présenter sous cette forme-là. Le VIH, il faut l'évoquer de toute façon de principe. Et vous avez bien sûr les bactéries, puisque c'est le streptocoque bêta-hémolytique de groupe A qui va être le diagnostic différentiel et se présenter sous cette forme. À la deuxième question, on vous demande s'il faut réaliser un test diagnostique. La réponse est oui. Encore une fois, question binaire, réponse binaire. Oui, non, il faut le noter. Il faut réaliser un test diagnostic rapide. Il y a une indication devant un adolescent de 16 ans qui fait une angine érythémato-pultacée. L'objectif de ce test étant de faire la part des choses entre une angine à streptocoque éventuelle, puisque la sensibilité du test de diagnostic rapide est d'environ 90% pour une spécificité de 95%. Donc en cas de négativité, on peut quasiment être rassuré sur l'origine de cette angine, donc conclure à une origine virale qui, à ce moment-là, ne débouchera pas sur la prescription d'un traitement antibiotique. À la troisième question, on vous dit par contre que ce test est positif, donc vous avez un test de diagnostic rapide qui est positif. La conduite thérapeutique à adopter, c'est très vraisemblablement donc ici une angine à streptocoque qui doit découler sur un traitement en ambulatoire. Et vu que le test diagnostic rapide est positif, il faut donner une antibiothérapie Péros en ambulatoire, active contre le streptocoque bêta-hémolytique de groupe A. En l'occurrence, l'indication, c'est l'amoxicilline à la dose de 1 gramme 2 fois par jour pendant 6 jours. L'alternative étant une céphalosporine de deuxième génération par voie orale, type céfuroxime acétyl, c'est le Zinat, le nom commercial, 500 mg par jour en 2 prises pendant une durée de 4 jours s'il n'y a pas de contre-indication aux céphalosporines ou à l'amoxicilline. En cas d'allergie aux pénicillines, on peut proposer d'autres alternatives, notamment la famille des macrolides, où dans ces cas-là, l'azithromycine ou la claritro peuvent être proposées. Enfin, il faut donner des antalgiques, éventuellement des antalgiques antipyrétiques si le malade est très gêné par sa fièvre, mais encore une fois, et on en parlait dans les dossiers précédents, des antalgiques non anti-inflammatoires, non stéroïdiens, devant une situation infectieuse. Quelles sont les complications d'une angine à streptocoque et est-ce contagieux ? Alors, les complications de l'angine à streptocoque sont en fait les complications de deux ordres. 1, les complications de l'angine en tant que telle. 2, les complications du streptocoque qui, heureusement maintenant, sont plus rares. Les complications de l'angine en tant que telle, c'est bien sûr une évolution loco-régionale défavorable avec l'apparition d'un phlegmon, donc un équivalent d'abcès amygdalien, qui peut éventuellement aller se propager. Les complications du streptocoque en tant que tel sont toutes les manifestations post-streptococciques que vous connaissez dans les bouquins, le rhumatisme articulaire aigu, la chorée dite de Sydenham, sont des complications post-streptococciques tardives qui ne se voient quasiment plus en France. Ce qui peut se voir peut-être un petit peu plus sont les glomérulonéphrite post-strepto, mais qui surviennent plutôt dans les zones d'endémie et vraiment plutôt chez l'enfant, donc moins ici. À la quatrième question, on vous dit que vous revoyez le patient à plusieurs reprises, en moyenne 4 à 5 fois par an, pour des épisodes similaires. Y a-t-il un terrain sous-jacent et lequel à rechercher? Et quels sont les examens de débrouillage à faire à cet égard? Donc si vous avez des angines à répétition, contexte d'angine à répétition, il faut aller rechercher un facteur favorisant les angines à répétition, à la fois local et également systémique. Toujours cette dichotomie. 1, parce que s'il y a un facteur de stase locale type une tumeur, un lymphome ou un syndrome sec, vous pouvez favoriser la stase bactérienne et donc les angines à répétition. Donc tumeur ou lymphome ou un problème local doit être recherché. Surtout,
des infections à répétition chez un adolescent et notamment des infections qui concernent le groupe de ce qu'on appelle les germes encapsulés, les streptocoques, les pneumocoques, doivent être recherchés. C'est un terrain systémique, c'est un terrain d'immunodépression humorale, de type déficit immunitaire commun variable, qui fait maintenant partie de votre programme des ECN sous, on va dire, l'item 115 bis, qui doit être recherché, et surtout de rechercher une infection par le VIH, dont l'immunodépression peut donner tout type d'infection à répétition. Donc les examens de débrouillage devant ce type de recherche de facteurs favorisants, c'est et surtout un examen clinique, notamment un examen clinique local à la recherche éventuellement d'une pathologie tumorale. Donc un examen clinique simple et au moindre doute d'adresser votre malade chez un ORL afin de faire un examen endobuccal et une nasofibroscopie. On peut discuter à cet égard de faire un scanner cervico-facial afin de rechercher un facteur tumoral de stase. Et ensuite, on va aller rechercher les facteurs systémiques d'immunodépression humorale par des examens de débrouillage. Le premier examen à faire est très simple, vous le connaissez tous, c'est une numération formule sanguine afin de rechercher une baisse des lymphocytes, puisque c'est par là parfois que peut commencer un déficit immunitaire humoral. Quand vous avez moins de lymphocytes, vous avez moins d'anticorps, donc vous êtes plus à même de faire des infections à germes encapsulés. Associé à ça, vous allez faire systématiquement une électrophorèse des protéines plasmatiques pour là, maintenant voir ce qui va découler des anticorps. Soit il n'y en a pas assez et donc quantitativement ils ne vont pas faire assez d'anticorps, soit il y a assez de lymphocytes mais qualitativement ils ne vont pas produire assez d'anticorps. Des causes différentes mais un même effet. Sur l'électrophorèse des protéines plasmatiques, vous allez rechercher une hypogamma-globulinémie, donc une baisse du taux d'anticorps. On va faire également un dosage des immunoglobulines, IgG, IgA, IgM, qu'on fait à visée de débrouillage initialement pour rechercher une hypogamma-globulinémie, un phénotypage lymphocytaire pour rechercher une baisse de tel ou tel type des lymphocytes, et enfin une sérologie VIH chez notre malade. Est-il obligatoire de demander l'accord du patient avant de réaliser une sérologie VIH ? Légalement, oui. Il faut demander, tant que faire se peut, l'accord d'un patient afin de réaliser une sérologie VIH. On n'a pas le droit de réaliser cette sérologie sans son accord. Et quand le patient est mineur ? Quand le patient est mineur, il y a deux stratégies, il y a deux situations. Soit le patient est mineur, et on rapproche de ça la situation de toutes les personnes qui sont sous des mesures de sauvegarde de justice. Que ce soit mineurs ou personnes en sauvegarde de justice, soit elles ont la capacité d'exprimer leur avis qui peut être recueilli, et auquel cas c'est essentiellement leur avis qu'il faut recueillir en premier. Donc là, ici, un mineur de 16 ans, on va estimer qu'il est capable de dire si oui ou non il est d'accord pour réaliser cette sérologie VIH. Le cas inverse, donc un mineur qui n'est pas capable d'exprimer correctement son avis, ou du moins dont l'avis ne peut être que difficilement pris en compte, et de la même manière pour une personne sous sauvegarde de justice, dans ces cas-là, c'est l'avis des parents ou du tuteur légal qu'il va falloir recueillir. À la cinquième question, on vous dit qu'après avoir envoyé votre patient à votre confrère ORL pour le drainage d'une sinusite et l'avoir traité pour 3 pneumopathies bactériennes, vous avez confirmé votre suspicion de la question précédente, qui était en l'occurrence l'existence d'un facteur favorisant et notamment d'un déficit immunitaire humoral. Le traitement à envisager ici, donc vous avez un déficit de l'immunité humorale, soit vous ne produisez pas assez d'anticorps, donc vous allez retrouver une hypogamma-globulinémie ou une baisse des immunoglobulines dans leur dosage pondéral, soit vous avez un défaut qualitatif, c'est-à-dire qui produit des anticorps mais qui ne sont pas suffisamment bons pour le défendre contre les infections. Dans tous les cas, la résultante est le même. Ce qu'il faut proposer quand le nombre d'infections est suffisante, et ça c'est apprécié au cas par cas, ça n'est pas encore consensuel, c'est une substitution en immunoglobulines avec des immunoglobulines apportées par voie externe, soit, et c'est le plus fréquent au début, par voie intraveineuse, soit on essaye de le faire de plus en plus et de plus en plus précocement, des immunoglobulines par voie sous-cutanée. Pourquoi suspecte-t-on un déficit plutôt humoral que cellulaire ? Alors, ici, on va suspecter un déficit humoral, donc une baisse d'anticorps, puisque on a le terrain et l'évolution de votre patient, dont on vous dit qu'il fait plutôt des infections bactériennes de la sphère ORL et pulmonaire. En général, et vous le savez, ces infections-là sont liées principalement aux streptocoques de type pneumocoque et à l'ensemble des germes encapsulés. Les germes encapsulés sont soumis principalement à une défense immunitaire de type anticorps. Donc à l'inverse, quand on fait trop d'infections à germes encapsulés, il faut aller rechercher un déficit quantitatif ou qualitatif de l'immunité passant par les anticorps, donc de l'immunité humorale.
À la 6e question et dernière, on vous demande à quelles complications non infectieuses votre patient est-il théoriquement exposé du fait de cette pathologie sous-jacente. On est toujours sur la fin de l'item 115 bis. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les déficits de l'immunité humorale, donc on disait la baisse soit quantitative en lymphocytes, soit quantitative en anticorps, soit qualitative en anticorps, a pour but de faire réagir votre système immunitaire en essayant de surproduire d'autres types de cellules de l'immunité innée. Donc, une baisse des lymphocytes B va entraîner un excès de prolifération d'autres types de lymphocytes et parfois même d'autres types de lymphocytes B. Ce qui signifie que, en théorie, votre patient est exposé à un risque de lymphoprolifération, soit d'hyperplasie des organes lymphoïdes, soit de lymphome en tant que tel.